Sénégal Média qu'à la nouvelle société civile congolaise. Antenne A, le journal Patricia Anoui. Tout le plaisir est pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Tous ces négociés ce soir au centre interdiocésain de Kinshasa. En effet, les délégués à ces travaux sont maintenant à la grande plénière après plusieurs séances en commission. Il faut dire que toute la matinée, les travaux étaient suspendus car les évêques ont rencontré tour à tour le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et aussi en pris langue avec Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS à Limité. Après ces rencontres, l'incertitude plane encore, le peuple reste dans l'attente. Nos reporters Sylvie Fortuné Moula et Giuseppe Belebele sont sur place au centre interdiocésain. Ils vont nous fournir d'autres détails à ces sujets. Bien que bloqué momentanément au centre interdiocésain, Clément Barouti, président de la Ligue des jeunes de Parti cher à Étienne Tshisekedi UDPS, garde encore espoir quant à l'aboutissement au résultat escompté des discussions directes MP Rassemblement au centre interdiocésain. Par contre, Bienvenue Bambalé, président du MJC, claque la porte du rassemblement et plaide pour la cause de la jeunesse congolaise. Sylvain Kapombo Sengele, Paulin Kalamba et Hugues Moussangilai. Selon le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Étienne Tshisekedi de Amurumba, Clément Barouti, son parti soutient la démarche de la Commission épiscopale nationale du Congo. Le président Tshisekedi a réitéré la confiance à la SENCO, de la même manière que moi aussi, et la population, et les combattants aussi, et la population congolaise. Nous avions donné la chance à la SENCO. Nous continuons à confirmer encore cette chance que la SENCO va aboutir à une très bonne solution pour le peuple. Au stade actuel, Clément Barouti déplore plutôt ce qu'il qualifie de manque de bonne volonté à l'endroit de certains acteurs politiques. Le camp de la majorité, avec ces ténors qui sont là-bas, qui sont tentés de démontrer leur mauvaise foi pour que la solution, on ne puisse pas trouver une solution à l'amiable. Mais moi je pense que ça ne va pas se passer ainsi parce que tous nous avons besoin de la solution à l'amiable dans ces pays et c'est ce que nous sommes en train d'ailleurs d'envisager. Mais nous sommes en train de comprendre quelque chose, nos amis de la majorité, c'est comme si eux-mêmes aussi ils sont bloqués quelque part. Ils n'arrivent même pas à défendre la République, mais ils défendent beaucoup plus l'individu que la République. Pendant ce temps, Bienvenue Bambalé de la diaspora et président du mouvement de la jeunesse congolaise, qui a dit à la rencontre de Genval, a quant à lui décidé de claquer la porte du rassemblement. Et pour cause, nous avons combattu pour le rassemblement. On s'est rendu compte que réellement on s'est fait dipper. Il y a un dialogue qui va se terminer là. Ce qui pourra peut-être faire que on aura la résolution qui pourra nous ramener la pacification du pays ou laisser brûler le pays. Il y a un groupe de personnes qui discutent dans un coin au sein de tout un peuple. Moi j'aurais voulu que la jeunesse en question soit aussi parmi nous. Nous ne sommes pas conduits dans ces dialogues. Moi j'appelle toute la jeunesse, c'est moi. Destination le mardi 20 décembre, pas de la nation. Moi le chef de l'État qui nous dit réellement, est-ce que nous comptons pour du beurre ou gérer pour autre chose? Ces combattants se disent prêts à cautionner le glissement du président Kabila, mais à condition que la jeunesse qui défend retrouve une part importante au sein des institutions en place. Il faut dire qu'à Juju Motois, le vœu de tous les Congolais reste de voir les participants au deuxième dialogue sous la médiation de la SENCO déboucher à un accord politique pouvant apaiser les esprits. Dans le même registre, la population quinoise a donné de la voix quant à l'aboutissement heureux du dialogue du centre interdiocésain. Ils sont au micro de Paulin Kalamba, Sylvain Kapombo Sengele et Moussangilai, Jenny Taboué. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Quand il y a l'arbre à palabre, comme on le dit, je me rappelle toujours, mon père me disait, la sagesse, même si vous jeunes, vous êtes devenus intelligents, vous avez fini les études universitaires, il ne faut pas oublier les grands. Les grands, là, je fais allusion aux chefs coutumiers, je fais allusion aux grands-parents. Est-ce que vous avez vu les chefs coutumiers dans cette rencontre, dans ce deuxième dialogue, même premier ou deuxième? Non, madame, nous devons penser aussi à nos ancêtres, à nos chefs coutumiers. Quand il y a un problème, dans un pays ou bien dans un village, on fait recours à ces grands.
Le deuxième dialogue, c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas ce vocable, le deuxième dialogue. Il se trouve que c'est un mépris par rapport à ce qui a été fait à l'Union africaine. Mais en fait, déjà, ce que nous faisons toi et moi, là, c'est un dialogue aussi. Donc, appelez ce que vous voulez, négociation directe, audition directe, mais c'est un dialogue, les gens dialogue pour trouver des voies et moyens, de trouver des solutions à la crise qui sévit dans notre pays. Je suis conscient et confiant que la CENCO pourra réussir le pari pour le fisc trouver un terrain d'attente. Par rapport au deuxième dialogue, en tant que journaliste d'abord, mon souhait serait à ce que les parties prenantes aux consultations qu'a initié la CENCO puissent concilier les vues, qu'on puisse trouver un accord politique afin que le 19 décembre, c'est connu selon la Constitution, c'est la fin du mandat du chef de l'État. Donc il faudrait que la classe politique, que ce soit de l'opposition, de la majorité, la société civile puisse trouver un compromis ensemble pour qu'il n'y ait pas un chaos dans ce pays. Au dialogue entre majorité présidentielle et rassemblement sous l'égide de la CENCO, les violents sont loin de s'accorder. À 72 heures de la date du 19 décembre 2016, les acteurs politiques d'envergure doivent, à notre avis, appeler à la paix et à l'entente pour préserver la nation. Éric Izami, Blessouda. Mais il sera difficile de mettre des mots dans le vin de la démocratie. Le 19 décembre 2016, c'est dans quelques heures. Cette date fait peur à plus d'un Congolais. Les négociations directes pour trouver un terrain d'entente se poursuivent chez les évêques catholiques. Mais Romain Mutombo est de plus en plus sceptique vu la posture des protagonistes. Les rassemblements d'une part et la majorité présidentielle de l'autre. Après le vote, le MLC n'a pas de date fatidique pour le respect de la Constitution. La Constitution doit se respecter tous les jours, avant et après le vote. Et donc, le MLC invite tous les acteurs politiques à respecter la population, la Constitution. Mais non, la réaction de la population, ce n'est pas l'affaire du MLC, c'est l'affaire de la population. Mais les leaders politiques ont à ce stade l'obligation de parler pour l'apaiser. Un bon leader, c'est celui qui sait quand il faut parler et quand il ne le fait pas. Nous parlons quand le peuple est prêt à nous entendre. Et lorsqu'il y a des raisons de parler. Mais je ne peux pas parler au peuple lorsqu'il a raison. Côté majorité présidentielle, on observe qu'il y a des acteurs qui mettent des gants pour aborder cette question. D'autres non. La psychose entre-temps gagne le terrain. Et Moulaï Latenga, cadre de la majorité présidentielle, a un mot. La paix en République démocratique du Congo, il y en aura toujours tant que Kabila sera président de la République. Et le gouvernement et les services appropriés prendront au jour le jour toutes les dispositions nécessaires pour neutraliser ceux-là qui se comporteront en anarchistes ou en bandits. Si nous aimons la République démocratique du Congo, notre terre-mère, nous ne devons pas être arrogants. Nous devrions plutôt arrondir les angles pour trouver dans la paix une voie de sortie de la crise. L'actualité au pays, c'est aussi les réseaux sociaux qui pourront être interrompus dès ce dimanche 18 décembre 2016. C'est la décision de l'ARPTC. À cet effet, nos reporters sont allés recueillir l'avis de journalistes sur cette décision. Le propos recueilli est par Jenny Tamboué, Sylvie Fortuné Boula et Hugues Moussanguilay. Dans un communiqué diffusé par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC en sigle, où l'on fait mention de la suspension momentanée des réseaux sociaux à dater du 18 décembre 2016 à partir de 23h59. Réagissant à cette décision, les journalistes ont estimé que couper la connexion Internet, c'est restreindre les libertés fondamentales des paisibles citoyens. Surtout qu'avec le métier d'informer, les réseaux sociaux sont d'une grande importance. Je pense que c'est une décision criminelle par rapport aux droits de l'homme. Aujourd'hui, je pense que l'ARPTC, je ne crois pas qu'elle a bien mûri sa décision, couper le réseau Internet pendant 2 jours. Mais c'est beaucoup de millions perdus pour les entreprises de télécommunications. La nouvelle société civile congolaise a elle aussi exprimé son indignation quant à ce comportement atypique qui est la négation de l'état de droit n'est pas de nature à créer un environnement de confiance entre les acteurs politiques et la population. Il risque de créer des frustrations aux conséquences imprévisibles.
la SEMCO est interpellée d'intervenir auprès des autorités en vue d'élever ces mesures tendant à envenimer le climat sociopolitique dans le pays. Par contre, Anita Longwa, journaliste de son État, estime que c'est une bonne décision, car les personnes mal intentionnées peuvent se servir de l'Internet pour intoxiquer la population à la violence. Je donnerai en partie raison à l'RCPT. À travers les réseaux sociaux, il y a trop d'intoxication, surtout en cette période de crise politique que la RDC est en train de traverser. Selon certaines sources, cette décision fait suite à l'approche de la date du 19 décembre 2016. Un adage dit « vaut mieux prévenir que guérir ». L'État congolais recherche l'ordre public dans tout le pays. C'est ce qui justifie peut-être cette décision. En province, après la réception d'un camion rapide il y a 7 mois, la police Lacuste vient d'acquérir ce vendredi 16 décembre 2016 un quai d'accostage et un bâtiment administratif. Ce sont deux ouvrages qui viennent renforcer la capacité d'intervention de la police pour la sécurité sur le lac Kivu. Et pour le gouverneur de province Julien Paluku, ces ouvrages entrent dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est un bâtiment avec un quai d'accostage en prolongement que la police vient de bénéficier du nom de l'Organisation internationale de migration OIM dans le cadre de sa réforme. Pour le chargé de programme de l'OIM, M. César, cet ouvrage est aidant dans le cadre d'accompagner le gouvernement congolais dans la Soyez assurés que l'OIM, dans la mesure de ses moyens, continuera à appuyer la police de Nord Kivu dans le cadre de sa réforme. Le commissaire provincial de la pension Nord Kivu, qui signe cet acte de réception de l'ouvrage, sait déjà que ces équipes d'intervention sur le lac sont désormais bien outillées. Les biens de la police, ce sont les biens publics et de la population. Les détruire, c'est détruire vos propres biens. Après avoir remis les clés du bâtiment au commandant de la police en province, le gouverneur Julien Paluku Kaonga recommande un usage rationnel de ces infrastructures. Vous puissiez veiller à ce que les utilisateurs opérationnels puissent veiller sur sa santé physique, afin que les jours où nous passerons par ici, une semaine après, un mois après, une année après, que nous retrouvions ce bâtiment dans l'état dans lequel nous l'avons laissé aujourd'hui. Après la coupure du ruban symbolique par l'autorité provinciale, une visite guidée a suivi pour la découverte de 3 bureaux, de toilettes et du quai d'accostage. À Kinshasa, l'assureur national a traité et payé 179 dossiers ce jeudi 15 décembre lors de l'opération Jeudi Sinistre. La direction générale de la SONAS a servi de cadre pour cette opération, nous disent Patricia Moulé-Momolikuni et Willy Kacha. L'assureur national a une fois de plus redonné le sourire aux sinistrés ce jeudi 15 décembre 2016 à travers sa traditionnelle opération Jeudi Sinistre. Pour cette énième fois, 179 dossiers ont été traités et payés par la SONAS via ses différentes agences de la ville de Kinshasa. Les assurances vie, incendie automobile ont fait l'objet de ce Jeudi Sinistre. Je suis content du travail abattu par la SONAS. Je confirme que la SONAS paye en cas de problème. Je paye régulièrement mes assurances. C'est la raison pour laquelle la SONAS a payé les agents qui ont commis un accident et qui ont commis un accident à l'intérieur du pays. Je remercie la SONAS. Il faut retenir que l'opération Jeudi Sinistre s'est également déroulée dans l'arrière-pays, motif de satisfaction non seulement pour les victimes, mais aussi pour l'ADG intérimaire de la SONAS, Carole Aguitou Amela, qui est la marraine de cette initiative. La Noël, c'est dans quelques jours. Nos reporters sont allés dans quelques magasins du centre-ville, notamment à Bellissima, pour s'enquérir de la vente des articles de fête des nativités et de Nouvel An. Sylvie Fortuné Mboula, Jenny Tamboué, Bliss Mapatou et Hugues Moussangilay
Il reviendra dans nos prochaines éditions. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a battu l'association sportive Veti du Congo central sur la marque de 5-0. Revivons le moment chaud de cette rencontre de la Ligue nationale de football de la zone ouest avec Ndaï Lambochi et Papi Katasi. Pour son 6e match de la phase retour Ligue nationale de football 2016-2017, phase de poule zone ouest, le Daring Club Motema Pembe a fait d'une bouchée la formation matadienne de l'AS Veti Club, toujours dans la zone de relégable. En très grande forme pour l'instant, le Daring Club Motema Pembe de Tismigoma a fait preuve de beaucoup de maturité et de maîtrise de jeu. Déjà avant la pause, les Immaculés ont inscrit 3 buts par l'entraîneur de Kazabi Kassembu, Toulen Giriki et Jean-Marc Makousou. À la reprise, très en jambes, les poulains du coach Otis Miloma réussissent à ouvrir le score par le biais de Ricky Ntoulendi, et l'international centrafricain Salif Keita, clôturant ainsi en beauté le festival humanien de la soirée. Avec cette victoire, le Daring Club Motema Pembe le club toujours leader avec 36 points. Non, nous avons joué contre une équipe qui est performante actuellement. D'ailleurs, la meilleure de notre poule. Bon, déjà, j'avais avisé à mes joueurs qu'on aura difficile à s'exprimer ici. Vous avez vu, le jeu était posé de part et d'autre, mais la supériorité de Daring est manifeste. Bon, toutefois, ce sont les joueurs qui n'ont pas tellement bien respecté. Ils ont subi la pression tactique de l'équipe adverse, il faut le reconnaître. On s'est appliqué parce que c'était un match piège par excellence. Je crois qu'on a abordé d'une très bonne manière. Je suis très très content, très satisfait. Encore plus la dynamique de victoire. On est très heureux. Le plan qu'on s'est fixé d'atteindre un objectif d'aller au play-off est en train de se concrétiser. Donc après maintenant, le plus dur reste à venir. C'est qui c'est d'aller en Afrique. En dehors de nos frontières, la guerre en Syrie, l'offensive d'Alep, l'évacuation suspendue en raison d'obstructions. Et aux États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama, concernant le piratage électoral, le président Barack Obama met en cause Moscou et promet des représailles. C'est un condensé de nos confrères de TV5 Monde et France 24. La Maison-Blanche ne restera pas sans réagir. Le torchon brûle entre Washington et Moscou à propos des accusations de piratage informatique. Dans un entretien à la radio NPR, le président américain sortant a promis des représailles. À mon sens, cela ne fait aucun doute que quand un gouvernement étranger, quel qu'il soit, tente d'avoir un impact sur l'intégrité de nos élections, alors nous devons agir et nous le ferons au moment où nous déciderons. Certaines de ces réactions seront explicites, publiques, d'autres ne le seront peut-être pas, mais M. Poutine est conscient de mes intentions. Barack Obama n'accuse pas Vladimir Poutine nommément dans cet entretien, mais l'un de ses proches conseillers, Ben Rhodes, n'a pas manqué de le faire. Pour lui, le président russe était forcément au courant. Moscou a toujours vivement rejeté ces accusations et reste sur la même position. Vous savez, j'ai été choqué quand j'ai vu cette nouvelle à la télévision. Je n'ai rien à ajouter. Je pense que la stupidité et le désespoir d'une telle tentative pour convaincre les gens de cela est évidente. En octobre, l'administration Obama avait accusé la Russie d'avoir commandité des piratages contre le Parti démocrate et l'équipe d'Hillary Clinton, se basant sur des informations des services de renseignements américains. Mais dans l'entourage du président américain élu, on balaie toute accusation d'ingérence de la part de Moscou. Pour Donald Trump, les démocrates n'ont pas accepté la défaite de leur candidate. Il promet aujourd'hui un nouveau départ avec les Russes. Alors que les civils et combattants sont évacués des derniers quartiers rebelles d'Alep, ce journaliste de la télé syrienne est interrompu par des de tir. Aussitôt l'évacuation est suspendue, les humanitaires ont reçu l'ordre de se retirer. On ne sait pas vraiment pourquoi les opérations d'évacuation ont été stoppées ce matin par les forces du régime. Mais nous sommes prêts à continuer à travailler avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour apporter assistance aux civils. Réunis jeudi à Bruxelles, les 28 ont eux fait pression sur la Russie. Leur objectif, faire adopter ce vendredi une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour encadrer ces
Et pour Paris, pas question que Moscou s'y oppose. La Russie mettrait son veto à une résolution dont la finalité serait humanitaire. Quelle responsabilité elle prendrait si elle allait jusque-là? Car ce que nous voulons, c'est simplement, en l'occurrence, sauver des populations. Veto russe ou non, ce matin, Vladimir Poutine a en tout cas déclaré vouloir un cessez-le-feu sur l'ensemble de la Syrie. Depuis le Japon, il est en visite. La prochaine étape est de parvenir à un accord de cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien. Nous menons des négociations intenses avec les représentants de l'opposition armée, notamment grâce à la médiation de la Turquie. 50 000 personnes seraient encore piégées à Alep-Est. L'autre inconnu, c'est le sort des civils évacués et des combattants qui vont pour la plupart rejoindre la province d'Idlib, tenue par les rebelles. Si on a vu ce qui s'est passé à Alep, et s'il n'y a pas un accord sur le cessez-le-feu, et s'il n'y a pas une discussion politique, Idlib devient la prochaine Alep. Au total, depuis jeudi, plus de 6 400 habitants d'Alep auraient déjà quitté la ville. Le complément de l'actualité, c'est à travers la revue de presse. Les journaux parus ce 16 décembre ont été sélectionnés et commentés pour vous par Jean-Louis Niasuikama. Le titre de parution de ce vendredi 16 décembre 2016 reflète un certain pessimisme ambiant sur l'issue du dialogue de la Senko, comme l'appellent certains quotidiens. La Cité africaine titre sans détour « Dialogue de la Senko, les nouvelles ne sont pas bonnes ». Selon le journal, sauf miracle, pas d'accord politique en vue. Trop de questions divisent pour terminer ces pourparlers à la date prévue. Géopolice Hebdo se pose même la question « Qui sabote la mission de la Senko ?» et écrit toujours à sa une « Dialogue de la Senko, pas d'accord en vue ». Le contraire rappelle que des messes noires et des attaques se font contre les évêques. Il insiste sur le fait que, au plus profond du désaccord, ce qui unit les Congolais est plus grand que ce qui les divise. La tempête des trophiques revient également sur le dialogue national et inclusif au centre interdiocésain. Et titre, la transition après le 19 décembre évoquée hier. Le contraire revient sur les points saillants du communiqué de presse de l'abbé Chollet lu dans la soirée. Forum des As revient sur les sanctions ciblées. L'Assemblée nationale en première ligne. Suite à ces sanctions ciblées pour certaines personnalités, selon certains députés, ces sanctions ne sont pas appropriées pour le règlement pacifique de la crise politique actuelle. L'Union de la presse nationale du Congo réagit face à la suspension des réseaux sociaux. On peut noter dans un communiqué de presse que son président dit ce qui suit. L'Union nationale de la presse du Congo a lu avec regret sur les réseaux sociaux une lettre signée par Oscar Manikunda Moussata, non autrement identifié, par laquelle il demande à monsieur le directeur général d'instruire leurs services techniques compétents afin de procéder, à dater de dimanche 18 décembre 2016 à 23h59, au blocage momentané de tous les échanges d'images, des vidéos et de la voix via réseau. Il va plus loin jusqu'à dire que si le blocage partiel n'est pas possible, qu'il soit intégral. Le NPC s'insurge contre cette façon d'agir qui s'apparente à la restriction de liberté d'expression et de la presse. En effet, pas plus tard que le 8 décembre dernier, les professionnels des médias en ligne se sont retrouvés pour s'organiser vu l'ampleur que prend ce secteur en RDC et ont créé un collectif des médias en ligne. Alors que la période est cruciale et nécessite que l'information circule en toute responsabilité, les sociétés de télécommunications vont être obligées d'empêcher les journalistes en ligne de travailler. Dans cette situation, nous recourons auprès des autorités du pays pour qu'elles s'impliquent afin que les réseaux sociaux ne soient pas bloqués. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2016, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, ambassadeur pour la paix. Fin également de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au nom de Ndaï Lamboti, chef d'édition, et du réalisateur Claude Toumba, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme d'Antena et bon week-end chez vous. Au revoir.